Si les archéologues pouvaient facilement interpréter ce qu'ils trouvent, leur travail serait très simple et n'importe qui pourrait le faire. Cependant, ils sont souvent déconcertés par leurs découvertes, comme pour les objets que vous verrez dans cette vidéo. Commençons. Numéro 1. Poignard en os humain. Les poignards en os sont des découvertes archéologiques relativement courantes en Nouvelle-Guinée. Ce sont souvent des objets richement décorés, et on pense que la qualité et la beauté de chaque poignard étaient un signe du prestige et de la puissance du guerrier qui le possédait. Jusqu'en 2018, les scientifiques et les archéologues pensaient qu'il existait une autre façon pour les anciens guerriers de Nouvelle-Guinée de revendiquer leur pouvoir. Si la plupart des poignards trouvés dans le pays sont fabriqués à partir d'os d'animaux, certains d'entre eux sont fabriqués à partir d'os humains, notamment des os de cuisse. Ces poignards en os humain semblent avoir été très rares, ce qui suggère qu'ils étaient réservés aux personnes de haut statut. Il ne s'agissait cependant pas d'objets de cérémonie. Il ressort clairement de l'état de certains des spécimens récupérés que ces poignards ont été utilisés en combat rapproché. Il existe des récits d'explorateurs du XIXe siècle indiquant que les tribus de Nouvelle-Guinée utilisaient des poignards en os humain pour pratiquer à la fois le cannibalisme et la mutilation. Cependant, jusqu'à récemment, ces histoires étaient considérées comme sensationnelles. On sait désormais que la pratique de fabrication de ces poignards s'est poursuivie jusqu'au milieu du XXe siècle. Numéro 2. Le masque de parade de la cavalerie de fer. Nous continuons avec une découverte romaine très rare qui a eu lieu en Roumanie en février 2023. Il s'agit d'un masque de parade de cavalerie en fer vieux d'environ 1000 ans. Les masques de parade romains sont des trouvailles rares, mais celui-ci est particulièrement unique. Parmi les rares masques de parade trouvés en Roumanie, tous étaient en bronze. C'est le seul que l'on trouve dans le pays en fer. Malheureusement, le fait qu'il soit en fer signifie qu'il est très rouillé, ayant passé des siècles enfoui dans un sol humide. Les experts indiquent que le masque est du type calque, reconnaissable à la finesse des fentes oculaires, au nez large et à l'expression étrangement paisible. La découverte a été faite par Betek Biorel, un détecteur de métaux amateur, ce qui est rare puisqu'en Roumanie, il faut une licence gouvernementale pour posséder des détecteurs de métaux. Ce masque appartenait probablement à quelqu'un en poste au fort romain voisin de Bimbu pendant les guerres daces. Espérons qu'il sera bien meilleur après avoir été nettoyé et préservé. Numéro 3. Le fragmentaire. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent de l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'espèce humaine à l'avenir, mais ici, elle s'avère être un outil puissant pour les archéologues. En février 2023, des archéologues ont annoncé l'invention d'un nouvel outil d'IA appelé « Fragment ». Ils espèrent l'utiliser pour reconstituer les mystères des anciens textes babyloniens. L'outil a été développé à l'Institut d'assyriologie de l'Université Ludwig Maximilian en Allemagne et devrait permettre des progrès significatifs dans le décodage de textes actuellement illisibles. Les chercheurs de l'université ont traité plus de 22 000 fragments de textes non traduits provenant de tablettes cunéiformes babyloniennes et espèrent en analyser bien d'autres. L'outil est capable d'identifier les fragments correspondants, recréant ainsi des tablettes cassées. Vous pouvez également faire correspondre les sections d'écriture en fonction de ce que vous savez sur des mots et des expressions identiques sur d'autres tablettes. Les résultats préliminaires sont encourageants, l'outil étant testé et utilisé par environ 200 universitaires à travers le monde. À terme, l'équipe universitaire espère rendre Fragment accessible à tous. Numéro 4. Collection de harpons et d'épées en cuivre. Il s'agit d'une découverte incroyable survenue par hasard en juin 2022. Un agriculteur du district de Mainpuri, dans l'Uttar Pradesh, en Inde, était en train de labourer son champ lorsqu'il a remonté à la surface une collection de harpons et d'épées en cuivre enfouies depuis au moins 4000 ans. Année. Le fermier pensait que les objets étaient en or plutôt qu'en cuivre, alors au lieu d'alerter les autorités, il les a ramenés chez lui et les a bêtement cachés. Il s'est ensuite vanté de cette découverte auprès de ses amis, ce qui a amené la police à le découvrir et à perquisitionner son domicile. Aujourd'hui, les objets sont entre les mains de professionnels, qui se demandent pourquoi ils ont tous été enterrés ensemble dans un seul groupe.
Étaient-ils cachés avec l'intention de revenir les chercher? Ou y avait-il ici une installation de production d'armes il y a 4000 ans? Ce qui semble clair, c'est que ces armes ont été conçues pour une force de combat suprême, elles n'étaient pas le type d'armement que la personne moyenne de l'époque possédait. Il ne semble y avoir aucune autre preuve archéologique sur le site, donc ces questions, malheureusement, pourraient ne jamais trouver de réponse. Numéro 5. La tablette quiche. Ensuite, nous passons en revue la tablette quiche. Cet artefact en calcaire doit son nom au fait qu'il a été découvert dans l'enceinte de l'ancienne ville sumérienne de Kish, en Irak. Il existe une certaine confusion quant à la date exacte de sa découverte, certaines sources indiquant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes qui ont inspecté la tablette de Kish, il s'agit du document écrit le plus ancien au monde. Cela le rend extrêmement significatif, et nous serions ravis de pouvoir vous dire ce qu'il dit, mais nous ne le pouvons pas. L'écriture sur la tablette, si elle écrit, est partiellement pictographique. Les signes semblent être un type de protocunéiforme. Nous avons suffisamment de difficultés à traduire les inscriptions cunéiformes, nous n'avons aucune chance de traduire le protocunéiforme à moins que notre compréhension des origines de l'écriture ne progresse. Il est très probable que la tablette de Kish contienne un message, voire plusieurs messages, mais il est loin d'être certain que nous pourrons un jour le comprendre. Numéro 6. Les grands couples de Snettisham. En regardant le grand orgue de Snettisham au British Museum, vous pourriez supposer que cette magnifique pièce d'or appartenait autrefois à un roi ou à une reine britannique. Si vous deviez deviner son âge, vous ne diriez probablement pas qu'il a plus de 300 ou 400 ans, car il est dans un état remarquablement bon et sa conception complexe indique clairement un savoir-faire artisanal. Cependant, cette hypothèse serait loin de la vérité, car cet incroyable couple d'or a été créé il y a un peu plus de 2000 ans. Il s'agit du Thor de l'âge du fer le plus beau et le mieux conservé jamais découvert au Royaume-Uni, et il provient du tristement célèbre trésor de Snettisham, mis au jour en 1950. Nous datons l'objet plus précisément grâce à une pièce de monnaie trouvée avec lui, qui indiquait qu'il avait été frappé. En l'an 75 avenue. On sait que la tribu Iceni a vécu dans cette partie de l'Angleterre à cette époque, il est donc possible que ce couple appartienne à l'un de leurs chefs. Il n'est pas de conception romaine et il est difficile d'imaginer qui d'autre aurait le statut ou les ressources nécessaires pour posséder un torque en or massif. Numéro 7. Le conducteur de chars de Delphes. L'orige de Delphes tire son nom du fait qu'il s'agit d'une statue d'un ancien conducteur de chars grec. Elle a été découverte dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes, en Grèce, en 1896. Le nom grec de la statue, considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture en bronze antique, est Enioko, qui se traduit par « celui qui tient les rênes ». Certains historiens pensent que la statue représente Polysalo de Jola, un chef tyrannique de Sicile, et qu'elle a été érigée pour commémorer sa victoire dans la course de chars aux Jeux Pythiques en 474 avant JC. Cependant, un autre groupe d'historiens estime que la personne représentée est Hieron, frère de Polysalo, qui célébrait également une victoire dans la course de chars, mais aux Jeux olympiques. La statue est tout ce qui reste de ce qui était autrefois une œuvre d'art beaucoup plus grande, qui comprenait 4 chevaux et peut-être une paire de palefreniers. L'orige de Delphes est très probablement l'œuvre de Pythagore de Rhégium, un sculpteur remarquable de l'époque qui vivait en Sicile. Cependant, la possibilité qu'il s'agisse du sculpteur grec ancien Calami n'est pas exclue. Les statues en bronze de cette époque sont rares car elles étaient souvent fondues pour réutiliser le matériau, mais celle-ci a partiellement survécu car elle a été ensevelie sous un éboulement. Numéro 8. Les lions d'Urkesh. Les fondations syriennes sont parfois également connues sous le nom de lions d'Urkesh, bien qu'il y ait un débat quant à savoir si elles devraient être appelées ainsi. Chacun des 2 sommets de la fondation est identique. Ils sont faits de cuivre, en forme de lion, et peuvent ou non avoir été créés dans l'ancienne et puissante ville d'Urkesh en Syrie. L'idée qu'ils viennent de là semble être confirmée par les inscriptions cunéiformes sur les artefacts,
qui indique qu'ils ont été placés dans les fondations du temple de Nergal, situé à Urkesh. Certains érudits pensent que cette inscription a été ajoutée quelque temps après la fabrication des pointes et qu'elle ne provient peut-être pas de là. Cependant, même si l'inscription est un peu plus récente, elle n'en reste pas moins le plus ancien exemple connu de l'angourite. Malheureusement, ayant été créé il y a environ 4300 ans et ayant passé presque tout ce temps ensemble, les sommets sont désormais séparés et tous deux sont loin de chez eux, l'un se trouve au Louvre à Paris, en France, et l'autre au Metropolitan Museum of Art à New York, États-Unis. Numéro 9. Pièce d'or de l'époque byzantine. Nous nous dirigeons maintenant vers Israël, où une très rare pièce d'or de l'époque byzantine, connue sous le nom de solide, a été découverte. La pièce a environ 1600 ans et a été trouvée par une équipe d'étudiants israéliens en archéologie travaillant dans un lieu tenu secret près de la Galilée. Le solide est magnifiquement conservé et a été frappé sous le règne de l'empereur Théodose Ier à Constantinople, en Turquie, entre 420 et 423. Bien que des pièces comme celle-ci aient été trouvées dans l'ancien empire byzantin oriental, c'est la première fois qu'un artefact de ce type est découvert en Israël. Un côté de la pièce porte une image du visage de l'empereur, tandis que l'autre représente la déesse romaine Victoria tenant le bâton de la croix. Trouver une pièce d'or de cette époque en si bon état est toujours un motif de célébration, mais Théodose Ier était un empereur particulièrement influent. Il fonda l'université de Constantinople et introduisit le code théodosien en 438, qui codifiait toutes les lois émises après 312 et établissait des précédents juridiques qui devinrent la base de nombreuses lois qui existent encore aujourd'hui. Numéro 10. Gants de boxe romains. La boxe existe en tant que sport depuis presque aussi longtemps que les humains parcourent la Terre. Il semble qu'il y ait toujours eu des athlètes prêts à se battre pour la suprématie et qu'il y ait toujours eu des foules prêtes à les encourager également. Les premières références que nous avons à la boxe en tant que sport remontent à il y a 3000 ans dans l'Égypte ancienne. Mais une découverte récente en Northumbrie, en Angleterre, a montré que les anciens Romains étaient également fans de cette douce science. Trouvés dans le fort romain de Vindolanda dans la région, ces deux paquets de cuir sont des gants de boxe primitifs et datent d'environ 1000 ans. Bien que nous sachions que les Romains aimaient la boxe, ce sont les deux seuls gants survivants qui ont été retrouvés. On pense que différentes unités de l'armée romaine se sont battues lors de matchs de boxe pour le droit de se vanter et la suprématie. Ces amis étaient également connus pour aimer parier sur l'issue des combats. Cette paire particulière était bien portée et aimée. Leurs propriétaires pensaient suffisamment à eux pour les réparer plutôt que de les jeter, ne le faisant probablement que lorsqu'ils étaient finalement irréparables. Numéro 11. Le mystérieux bracelet en or hittite. Nous commençons par un magnifique bracelet en or découvert accidentellement par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Clé en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives sur sa surface. De plus, il s'agit du premier bracelet hittite doté d'une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec du matériel agricole qu'il a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà fait l'objet de travaux de préservation et de réparation et en subira d'autres avant d'être exposé au musée archéologique de Sorom. Des travaux de réparation suffisants ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar, bien que la signification précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont mené des fouilles approfondies dans le champ où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. La présence du bracelet sur le terrain reste donc inexpliquée. Numéro 12. Tombeau antique de chars. Il semble que c'était un fait malheureux dans la Chine ancienne que lorsque les chefs ou les guerriers se rendaient à leur dernière demeure, leurs chevaux les accompagnaient, qu'ils soient morts ou non. En novembre 2017, des archéologues ont découvert un lieu de sépulture contenant 4 chars anciens et les restes de près de 100 chevaux dans la ville de Xinjiang, province du Henan. Les chars peuvent être datés de manière fiable de la période du printemps et de l'automne en Chine, il y a environ 2700 ans. L'un des chars est particulièrement impressionnant,
mesurant 3 mètres et richement décoré de bronze et d'os. Il s'agit probablement d'un tombeau familial ayant appartenu à l'une des familles nobles de l'État Sheng. Malheureusement, aucune inscription ni trace écrite n'a été trouvée à l'intérieur de la tombe. Cependant, ils ont trouvé de nombreux objets en bronze impressionnants qui confirment encore davantage la richesse des propriétaires de la tombe. Curieusement, ils n'ont pu trouver aucun reste humain, même s'ils étaient sûrs qu'il devait y en avoir dans la tombe à un moment donné. Puisque les chevaux sont presque certainement entrés vivants dans la tombe, il est macabre possible qu'ils aient mangé les restes de leurs propriétaires. Numéro 13. Il existe de nombreux exemples d'art néolithique en Écosse, mais aucun ne pose autant de mystères que ceux connus sous le nom de pierre de Towie ou boule de Towie. On les appelle parfois plus simplement boules de pierre sculptées, titre peu imaginatif. Ces balles ne sont pas particulièrement rares, mais en trouver plusieurs exemples ne nous permet pas de comprendre pourquoi elles ont été fabriquées ni à quoi elles servaient. Le premier spécimen est apparu au XIXe siècle, mais d'autres ont continué à être trouvés jusqu'en 2013. Ils sont suffisamment petits pour tenir dans la paume de la main, mesurant en moyenne entre 5 et 12 cm de diamètre, et peuvent être constitués de n'importe quelle roche commune, du granit au grès. Au lieu d'être sphériques, ils sont délibérément recouverts de zones surélevées et décorés de motifs complexes de lignes et de cercles. Des motifs similaires ont également été trouvés sur des artefacts appartenant aux Pictes, qui vivaient en Écosse il y a 2800 ans, mais les pierres sont beaucoup plus anciennes, certains auraient plus de 5000 ans. Les théories sur leur utilisation varient, de leur utilisation possible comme arme à un type de curriculum vitae que les maçons emportaient avec eux pour démontrer leurs compétences lorsqu'ils cherchaient un emploi rémunéré. Numéro 14. Vous avez peut-être vu cet artefact suivant dans les actualités relativement récemment. En 2018, il a été volé dans un musée en France, provoquant une petite alarme nationale jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et récupéré une semaine plus tard. C'est un objet qui mérite d'être préoccupé car il est vraiment unique en son genre. Il s'agit d'un cœur humain contenu dans un récipient en or massif surmonté d'une couronne. Il s'agit du reliquaire doré du cœur d'Anne de Bretagne, qui a été restitué sain et sauf au musée de Nantes. Anne était une figure extrêmement importante de l'histoire de France, elle est la seule femme à avoir épousé 2 rois de France et a également réussi à épouser un empereur du Saint-Empire avant de mourir en 1514. Sa mort a été considérée comme une telle tragédie nationale que la période de deuil officiel a duré plus d'1 mois. Dans son testament, il précise qu'à sa mort, son cœur sera prélevé et placé dans un récipient en or massif avant d'être envoyé à la ville de Nantes et déposé dans la tombe de ses parents. La plupart de ses souhaits ont été exaucés, son cœur est donc dans la boîte dorée. Ce n'est peut-être pas sur la tombe de ses parents, mais au moins le musée de Nantes est dans la même ville. Numéro 15. Le gâteau aux fruits est réputé pour rester comestible longtemps après sa préparation, mais même en tenant compte de cela, nous aurions de fortes réserves quant à la consommation de ce gâteau aux fruits en particulier. Il a plus d'1 siècle et a été trouvé dans une cabane au Cap Adar, en Antarctique, en 2017. La cabane elle-même est la cabane Borchgrevink, construite par l'explorateur norvégien Karsten Borchgrevink en 1899 et utilisée plus tard par d'autres explorateurs. Il s'agit de la plus ancienne structure artificielle de l'Antarctique. Borchgrevink n'a pas fabriqué ni transporté ce gâteau, on pense qu'il date de la malheureuse expédition Terra Nova du capitaine Robert Falcon Scott entre 1910 et 1913. Une société appelée Huntley et Palmer est connue pour avoir fourni des fournitures à l'expédition Terra Nova, le gâteau aux fruits est donc probablement leur œuvre. Scott n'a jamais atteint le Cap Adar, le gâteau a donc dû appartenir au groupe dirigé par le premier officier Victor Campbell, qui s'y est réfugié pendant l'hiver 1911. Les experts disent que le gâteau est en excellent état et est toujours comestible, nous les prenons au mot. En raison de leur haute énergie, les gâteaux aux fruits restent un choix populaire auprès des explorateurs visitant l'Antarctique.